Bienvenue dans Politique sur France 24. Capture de Maduro au Venezuela, un pétrolier fantôme russe saisi en mer par les Américains. Le message est clair, le pétrole vénézuélien ne circulera plus sans l'aval de Washington. Le monde n'assiste pas à des incidents, mais à une méthode, celle de la sidération, comme le dit Dominique de Villepin. Ce qui se joue, ce n'est pas une crise ponctuelle, mais l'installation d'un monde où l'acquisition des ressources n'obéit plus aux règles communes, mais à ceux qui ont la puissance de les faire plier. Depuis le week-end dernier, on a compris que le droit s'efface devant la puissance. L'Europe a réagi mollement, sidérée. Est-elle capable de redevenir une puissance, elle aussi, et s'adapter à l'époque pour aller désormais plus vite et plus fort ? Et en France, la probable signature du Mercosur remet les agriculteurs dans les rues de Paris. Ce matin, ils étaient devant l'Assemblée nationale. On en parle avec nos invités. Henri Guénaud, bonsoir. Vous êtes ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Laurent Geoffrin, bonsoir à vous. Bonsoir. Directeur du journal Point Info. Merci d'être là. David Revaud-Dallon, rédacteur en chef. Bonsoir. Bonsoir de la revue Hémicycle avec cette nouvelle une alerte, épidémie, présidentialité aiguë. Va-t-il falloir confiner ? Donc voilà, c'est sur le nombre de présidentiables. Enfin, vous les avez comptés, je crois qu'il y en a 37. On en a recensé 37, plus ou moins crédibles, plus ou moins déclarés, mais en tout cas, l'épidémie gagne, le virus monte et la maladie présidentielle court toujours. Et merci à vous, Henri Vernet, éditorialiste et essayiste. Alors, il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que Donald Trump, comme Poutine, redessine sa zone d'influence au mépris du droit. Et pourtant, le président américain arraisonne 2 pétroliers en mer du Nord et un en mer des Caraïbes, l'un protégé par la Russie, l'autre battant pavillon russe. Est-ce la fin de la lune de miel entre Trump et Poutine ou bien simplement un rapport tacite entre 2 prédateurs, Henri Guénaud ? Alors d'abord, je pense que rien de tout cela n'est totalement nouveau. Dites de la force l'emporte sur le droit. Depuis quand la force a-t-elle cédé au droit international ? Depuis quand voilà, Oui, vous voulez dire que derrière le droit international, il y a aussi toujours la force ? Oui, De Gaulle avait une très bonne formule dans le fil de l'épée. Il disait que vaut le droit sans la force. Voilà, et où a-t-on vu que la nature humaine avait changé, disait-il. Voilà. Oui. C'était tout ça entre les 2 guerres. À l'époque où on pensait déjà qu'on pouvait mettre la guerre en la loi, que tout allait être réglé par le droit, les traités, les conventions internationales, avec le résultat que l'on connaît. Donc ça, d'abord, ensuite, c'est peut-être simplement, mais tout ça est une hypothèse, mais une forme de partage du monde. C'est-à-dire que chacun, effectivement, tous les empires sont en train de reconstituer ou de chercher à constituer leur zone d'influence. Et ce qui s'est passé au Venezuela ne va pas calmer les choses parce que, au fond, beaucoup se disent la seule façon d'être en sécurité, c'est d'avoir une zone d'influence, une espèce de glacis qui nous protège des autres. Donc, comme les empires reviennent, ou les impérialismes, les États-Unis, c'est pas tout à fait un empire, mais même si on avait parlé d'empire américain à une époque, mais c'est un impérialisme. Et ils ont toujours considéré, enfin en tout cas depuis 1823 officiellement, que le continent américain était leur chasse gardée. Et ils sont allés très très loin. Depuis le début du XXe siècle, on parle beaucoup de la doctrine Monroe. Il faudrait se souvenir de la doctrine du gros bâton, celle de Theodore Roosevelt. Dans lequel il est affirmé que les États-Unis peuvent intervenir si un pays met en danger la stabilité du continent, la sécurité des États-Unis, et ils l'ont fait sans arrêt tout au long du XXe siècle, à l'exception de la période du second Roosevelt, de Franklin Roosevelt, où là on a eu beaucoup moins de pas du tout d'intervention en Amérique latine. En revanche, on en a eu ailleurs. Roosevelt, c'est pas non plus le champion du droit international. Quand les Américains. Donc vous dites c'est pas la première fois qu'on met. Les Américains et les Anglais se partagent le monde avec les Soviétiques. Bon, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui revient. C'est plutôt le déchirement d'une illusion, du voile des illusions que nous avons pu entretenir depuis quelques années, mais qui a été ponctué quand même par l'Irak, par le Kosovo, par la Libye, par l'Afghanistan, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut pas. Ça ne sert à rien de juger
moralement, cette histoire de dire c'est bien, c'est mal, je suis d'accord, pas d'accord. Il faut en tirer les conséquences. Que nous disent ces événements, que nous disent aussi les discours, les attitudes de Trump, des Chinois, de Vladimir Poutine ou d'Erdogan ou d'autres, sur ce qu'est devenu notre monde, ce qu'il est en train de devenir, que ce soit politiquement, géopolitiquement, militairement, même économiquement. Mais les choses n'ont pas commencé hier. Non, c'est sûr. Voilà, le monde, il se fracture, c'est une réalité, les empires reviennent, c'est une réalité. Il y a une revendication d'une bonne partie du monde qui se dresse aujourd'hui contre l'occidentalisation du monde. C'est une période qui est achevée. Elle s'est achevée en 90, sauf que après 1990, l'Occident, et les États-Unis en particulier, mais l'Occident en général, ne s'en est pas rendu compte ou n'a pas voulu s'en rendre compte. Ce monde est devenu multipolaire et au lieu d'essayer de l'organiser, on l'a nié. Voilà, maintenant, on ne peut plus le nier. Voilà. Laurent, est-ce que vous êtes d'accord que c'est effectivement le voile, comme le dit Henri Guénaud, cette analyse, c'est-à-dire que c'est le voile des illusions qui se déchire. Sur la Libye, par exemple, il y avait le mandat de l'ONU. Aujourd'hui, il n'y a eu aucun mandat de l'ONU, pour l'exclusion aérienne. Oui. Ce mandat a été outrepassé parce que la guerre est un engrenage. C'est-à-dire que de l'exclusion aérienne, on est passé à la destruction d'unités au sol, etc., et jusqu'au renversement du régime, avec les conséquences que l'on sait. Voilà. Mais il y avait effectivement au départ une mandat de l'ONU, avec l'accord d'ailleurs de la Ligue arabe, de la plupart des pays, l'abstention de la Russie pour instaurer une zone d'exclusion aérienne. On est passé au-dessus, outre. Donc là, Laurent, vous estimez aujourd'hui que le droit international est effectivement jeté aux orties Excusez-moi, il y a une petite confusion là, parce que le droit international, c'est un impératif moral ou un impératif juridique. Oui. C'est pas la politique concrète, c'est une référence. C'est qu'on pense, tous ceux qui adhèrent à cette idée pensent que ça serait mieux si les nations étaient un peu plus civilisées et si elles discutaient avant de s'envoyer des obus à la figure et si on ne réglait pas les conflits uniquement à coup de division blindée. On pense que c'est mieux. Voilà. Oui, mais c'est comme les 10 commandements, vous voyez. Les 10 commandements, ils sont violés tous les jours. Mais est-ce qu'il faut les effacer? Il faut les jeter aux orties? Il faut considérer que tout impératif moral est ridicule, grotesque, inexistant, etc. Et que ça n'a aucun sens? Non, je ne crois pas. Il faut continuer à dire, voilà, on pourrait... En plus, on oppose les intérêts à la morale ou au droit. Mais est-ce que c'est vraiment l'intérêt objectif de Trump, par exemple, de prendre le Groenland? Ça se discute, on peut avoir un débat là-dessus, parce qu'ils sont déjà présents, ils ont déjà des bases, ils peuvent disposer des minerais, il suffit de les acheter, etc. Et quant à la... Donc là, vous êtes en train de nous expliquer la différence, le distinguo entre la morale, la morale... La politique est faite en partie de morale et en partie de l'analyse des rapports de force et des intérêts nationaux. Oui, mais alors là, typiquement, on est dans quoi au Venezuela? On est dans l'opération Venezuela. Venezuela, c'est assez simple. Alors là, l'opération d'enlèvement d'un chef d'État, c'est proscrit, pas seulement par le droit international. Ouais. Ça ne se fait pas du tout. On ne le fait pas. Le Venezuela n'était pas en guerre contre les États-Unis. Ils n'ont pas envoyé des missiles sur la Californie ou sur le Texas. Donc, ça n'a aucune justification. Il y a une justification qui a été invoquée, non pas par Trump d'ailleurs, mais par les gens qui ont dit « oui, c'est pas si mal parce que c'est un dictateur ». Alors, on renverse un dictateur, sous-entendu, on va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'une plus grande démocratie. Mais ces gens-là, soit c'est des naïfs, soit ils se moquent du monde. Le but de Trump n'est pas de rétablir la démocratie au Venezuela, ils s'en foutent complètement. D'ailleurs, il ne parle pas d'élection. En général, quand on renverse un dictateur, même pour le remplacer par un autre, on dit on va faire une transition démocratique, on va faire des élections, quitte à les truquer. Là, il n'en est même pas question. Il maintient en place le régime. Donc le régime chaviste est entièrement en place. Oui, c'est-à-dire qu'il y a le même gouvernement. Les hommes de Maduro sont toujours là. Il y a le même gouvernement, il y a la même police, il y a les mêmes milices, la même armée. Tout ça, rien ne change. Trump demande seulement qu'on lui vende du pétrole. Et à la limite, ça arrange le régime parce qu'il était soumis à un blocus total. Là, il peut vendre son pétrole aux États-Unis qui vont le payer. Donc il est en train d'aider les maduristes ou les chavistes à rester en place, en fait. C'est ça la vérité. Et l'épisode, ça nous amène à l'épisode des bateaux russes qui sont arraisonnés par les Américains. C'est une façon de dire aux Américains, ou même à tout le monde,
Patouche-minouche, ici, le pétrole, c'est devenu la chasse gardée des Américains ? Il y a, je pense, je suis d'accord avec Henri Guénaud sur le fait que c'est une vieille histoire, le fait que le droit de la force ait remplacé la force du droit, le fait que les États-Unis ont toujours oscillé en réalité dans l'histoire, depuis le 19e siècle, entre interventionnisme et repli sur soi, entre impérialisme et, encore une fois, repli à l'intérieur de ses frontières et la thématique de l'America First. Ce qui change quand même, c'est que avant, il y avait la doctrine Monroe, c'est une vieille histoire encore, c'est le 19e siècle, mais il s'agissait quand même, et jusque dans les années 60 et 70, avec les interventions de la CIA en Amérique du Sud, d'a priori, de présupposés politiques et idéologiques. Il s'agissait d'endiguement, de contenir la poussée communiste. Oui, mais si on s'attaquait aux États-Unis, c'est un peu en contresens aujourd'hui. C'est-à-dire, en Amérique du Sud, non, on ne s'attaquait pas vraiment aux États-Unis. Les États-Unis considéraient que c'était une menace. De la même manière qu'au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan, il s'agirait de guerre contre la terreur, war on terror, ou de régime change, de changement de régime pour assurer la démocratie. Là, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a plus cet habillage. Donald Trump, il le dit très clairement. Vous avez vu cette image assez fascinante qui a été publiée officiellement par la Maison-Blanche, FAFO. Oui. Vous avez vu, je le dirais en anglais pour rester poli, fuck around, find out, ce qui veut dire, pour le rester poli, si tu me cherches, tu me trouves. Et en réalité, il l'a dit explicitement, Donald Trump, cette opération, renverser Maduro et exfiltrer Maduro, c'est uniquement une opération à visée économique. Vous l'avez dit, Laurent Geoffrin, il s'agit tout simplement de faire main basse sur les ressources du pétrole. Et on a l'impression que cette porte étant ouverte, désormais, tout est possible, comme c'est le cas, vous l'avez évoqué, avec ces saisies de pétroliers jusqu'en mer du Nord. Alors justement, moi, je voudrais parler de la réaction des... Vous vouliez rajouter quelque chose. Néanmoins, je pense que malgré tout, il y a un pas énorme qui a été franchi là. Bien sûr, je suis d'accord que c'est pas totalement nouveau et que en plus cette dérive américaine, on n'a même pas attendu Trump pour la voir, pour voir les États-Unis désormais se tourner vers d'autres régions et surtout d'autres manières de faire. Mais quand même, ce dynamitage en règle du droit international ou du moins de ce qu'il en subsistait à peu près malgré tout, si c'est quand même une nouveauté et surtout, et je pense que les uns les autres, je veux dire les commentateurs peut-être à notre modeste niveau, mais surtout les politiques, comme ça s'est passé pour la plupart des dirigeants européens et pour Emmanuel Macron, le président français, pendant un premier temps. Cette manière d'avoir l'air comme ça, d'avaliser cette brutalité totale, c'est-à-dire en gros, c'est moi le plus fort, avec en effet le slogan que vous citez à juste titre, eh ben non, si on a l'air de s'habituer à ça, de considérer que c'est cela le monde de demain, eh ben c'est en effet, il y a grand danger. Je voudrais quand même juste revenir une seconde, parce que c'est vrai, vous avez cité toutes les différentes opérations des dernières décennies. Mais à chaque fois, il y avait un mandat ONU, sauf en effet sur l'intervention en Irak. Pourquoi il n'y en a pas eu ? Parce que Chirac s'y est opposé, voulait absolument pas de cette guerre et donc il menaçait de mettre le veto. Et les Américains n'ont pas obtenu ce feu vert de l'ONU dont ils avaient besoin, qu'ils recherchaient. Vous avez cité la Libye, oui, vous avez raison, mais la Libye d'ailleurs, excusez-moi, mais c'était la France justement. Et c'était la France de Nicolas Sarkozy. Vraiment, si cette opération a tourné à la débâcle qu'on a vue, la France n'y est quand même vraiment pas pour rien. Donc nous aussi, on a pu jouer. Non, mais nous aussi, on a pu jouer avec ça. Ce que je veux dire, c'est que là... Ou même en Afrique aussi, on n'a pas été... Mais vous avez raison de le citer, parce que ça revient beaucoup, vous savez, dans les fameux réseaux sociaux, mais même dans les commentaires dans la rue, beaucoup de gens disent, mais attendez, regardez, les Français, vous avez fait à peu près des choses pas si éloignées en Afrique. Alors certes, ça remonte un petit peu, encore que, il y a à peine un mois, la France a joué un petit rôle quand même au Bénin dans ce qui s'est passé à Cotonou. Mais bon, disons que juste ce que je voulais juste montrer, c'est que, attention à cela, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est que Trump... Il a même pas fait mine de s'intéresser à l'ONU, ça bien évidemment, mais même pas à son propre congrès. Ce type-là, ce dirigeant, s'affranchit tellement des règles, est tellement sûr de son droit du plus fort et d'être comme ça vraiment le grand patron, mais sans la moindre opposition partout, que même dans son propre pays, dans un pays quand même... les États-Unis, c'était quand même le phare de la liberté pendant assez longtemps. C'était quand même une démocratie. C'est que ça vient d'un pays... Aujourd'hui, voilà, hop, je fais mon opération. Il y a quand même des morts aussi, on oublie de signaler. Alors, certes, pas côté américain, mais il y a eu une centaine de morts quand même dans cette opération. Certes, c'était le côté Barnum et Hollywood, mais quand même sur la... Bon. Bref, il fait ça, mais sans même pas en prévenir son congrès. Donc, on est quand même dans un ordre du monde, ou plutôt un désordre mondial qui change, qui s'installe, et
c'est extrêmement dangereux. Et bien sûr que oui, le pétrolier, vous avez raison, il faudra qu'on y vienne. Bah oui, c'en est le signe supplémentaire. Oui, mais quand même une question. Oui, vous vouliez rajouter? Oui, je voudrais faire Allez-y. trois remarques. La première, c'est effectivement, il y a quelque chose quand même de nouveau à l'échelle de nos générations. Tout ça est fait maintenant sans complexe, de façon très, très ouverte. Alors ça ne veut pas dire, je ne sais pas si les États-Unis étaient le modèle de la démocratie, mais c'était le modèle de l'état de droit, c'est-à-dire c'était le pays où le droit était le plus prégnant dans les relations entre les institutions, dans les contre-pouvoirs, etc. Bon, donc, et là, ce qui est en train de s'effacer aux États-Unis, c'est s'affaiblir, c'est le pouvoir du droit à l'intérieur des États-Unis. Ça va ensemble, mais ça, c'est quand même très... Enfin, c'est très intéressant. Les États-Unis étaient un État de droit à l'intérieur, mais à l'extérieur, alors si on regarde sur un siècle, ça date pas tout à fait de la doctrine Monroe, qui elle n'était pas interventionniste. C'était les autres puissances du monde n'ont rien à faire. Non, mais ce que dit Laurent, c'est que Trump s'assoit aussi sur les contre-pouvoirs aux États-Unis. Et que, avec la doctrine du gros bâton, que commencent les interventions pour des raisons d'incompatibilité entre les régimes de certains pays et le régime américain. Convenance politique. Voilà. Ça, c'est vrai. Bon, donc là, il y a... Moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une raison économique. Il y a aussi la volonté de montrer, voilà, je suis le patron, je fais ce que je veux. Si vous ne faites pas ce que je veux, il peut vous arriver n'importe quoi. Alors, il aurait pu échouer, parce qu'une opération de ce genre aurait très bien pu échouer. À ce moment-là, il aurait complètement raté son coup politique. Mais ce n'est pas simplement pour s'emparer du pétrole, du pétrole vénézuélien. Et d'ailleurs, même le pétrole a une conséquence géopolitique, c'est qu'il va étouffer Cuba avec ça. Voilà. Donc, et puis, quand même, ça gêne un peu la Chine, ça va gêner la Russie. On voit bien que, bon, ça a d'autres conséquences. Mais ce qu'il fait là, il le fait de façon tellement ouverte, sans aucune précaution, sans aucun complexe. C'est ça la nouveauté, le danger. Il montre que, voilà, je fais ce que je veux et vous avez intérêt à m'obéir, sauf si vous êtes la Chine ou la Russie. Voilà, ça, c'est la première chose qui me paraît très importante. Mais il va très loin parce qu'il habille du droit interne. Parce qu'ils ne sont pas allés enlever ou kidnapper le président du Venezuela, ils sont allés l'arrêter avec des officiers du FBI sur un mandat d'un tribunal de New York. Faut quand même, c'est à ce titre-là qu'ils l'ont ramené pour qu'il soit jugé à New York. Alors, ils avaient déjà fait avec Noriega, mais c'est presque une colonie, presque une colonie américaine. Bon, donc la deuxième chose, c'est qu'il y a une dimension politique quand même très très importante dans cette affaire. Le Groenland, ça fait la 4e fois que les États-Unis ont envie de prendre le Groenland, à la fin du 19e siècle, après la Seconde Guerre mondiale, pendant le premier mandat de Trump, il avait remis sur la table, voilà, ça recommence. Tout ça, il y a une continuité, mais effectivement, la dimension, j'allais dire, théâtrale. Oui, mais il faut s'y habituer. Alors après, est-ce qu'il faut s'y habituer ? C'est ma troisième remarque qui me permet de répondre à Laurent Geoffrin. C'est la question de la morale. Bon, la question de la morale, elle ne se pose pas de manière ordinaire dans le domaine politique et dans le domaine des relations internationales. C'est pas le bien contre le mal. C'est justement, la morale, elle est pas dans la bonne conscience, je fais le bien, les autres sont le mal, elle est dans le cadre de conscience. Tout le monde se considère dans le camp du bien. Mais oui, donc c'est pas moral, parce que ça conduit à la guerre, chacun considère qu'il est le camp du bien, et la morale en politique étrangère, ça ne peut pas être de faire la guerre, de faire tuer des gens, de faire souffrir des gens. La morale, elle va se trouver dans le cas de conscience face à des dilemmes tragiques entre le bien et le mal, où chaque solution a des inconvénients, et on va essayer de choisir. La morale, c'est d'essayer de choisir celle qui aura le moins de conséquences dramatiques, qui va tuer le moins de gens. Voilà, et c'est ça la vraie morale. S'il n'y a pas de cas de conscience, c'est juste la bonne conscience. Si vous pouvez très bien dire, ma bonne conscience, c'est que j'arrête la Russie par tous les moyens en Ukraine, y compris s'il y a un risque nucléaire. Mais si vous prenez le risque nucléaire, vous voyez bien que c'est pas de la morale. À partir du moment où vous entrez dans un conflit nucléaire, vous allez détruire la planète. C'est pas de la position que personne ne défend. Laurent, moi, j'ai vu sur les plateaux des gens qui vous disent il y a le bien et le mal. Eux, c'est le mal. Bon, et donc il y a quelqu'un qui m'a écrit un jour sur les réseaux sociaux. S'il y a 15 millions de morts en attaquant Poutine, ça m'est égal. Je veux me débarrasser de ce type. Bon, c'est pas de la morale, ça. Mais peut-être qu'on n'est pas très bien nous, ça c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est que Poutine n'est pas bien, lui. Donc il y a quand même des considérations de. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir combien de gens on va tuer ou faire tuer. Voilà.
Le problème de la morale. Pour l'instant, on a répondu trop tard à l'attaque. Je peux vous raconter une petite histoire. Je vais terminer. Juste une petite histoire qui va prendre 2 minutes, mais... Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on y a été reculant, on a été toujours trop tard, etc. Moyen de quoi, il y a 200 000 morts et de notre côté, enfin du côté ukrainien, et autant, sinon plus, du côté russe. Donc là, pour l'instant, les réels politiques, bravo, ça fonctionne très bien. Pour l'instant, pour économiser les vies humaines, là, c'est formidable. On fait la guerre par procuration, on ne cherche pas à économiser les vies humaines. En fait. Mais on soutient l'Ukraine qui se défend. On ne fait pas de la guerre par procuration. On ne leur a pas demandé de faire la guerre. Attendez, on leur a rien demandé. On n'a rien demandé aux Ukrainiens. Non, si les Ukrainiens avaient choisi de ne pas faire la guerre, on aurait dit on peut rien faire. On n'est pas. Ça, c'est une phrase polémique qui tend à qui veut je ne cherche pas la polémique. Discréditer tous ceux qui soutiennent l'Ukraine en disant vous faites la guerre. Non, pas du tout. Vous faites faire la guerre par des gens qui ne veulent pas la faire. Non, c'est pas vrai. Pardon, sur le droit et la morale. Je vais être un peu provocateur, mais il y a une opération il y a 65 ans que vous connaissez tous, qui a été menée non loin du Venezuela. C'était en Argentine. Je ne fais pas de comparaison, qui ne sont pas raisons. Évidemment, ce n'était pas un chef d'État, c'était un tout autre personnage. Il s'appelait Adolf Eichmann. Et souvenez-vous, son arrestation par le Mossad, un des plus grands criminels de guerre nazi, architecte de la Shoah. Et souvenez-vous, son opération... La comparaison ne vaut pas. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Mais attendez quand même, parce que ça avait suscité des protestations internationales, à commencer par celle de l'Argentine. Est-ce que, pour le coup, il fallait suivre le droit ou est-ce qu'il fallait suivre la morale? Est-ce qu'il fallait arrêter Eichmann ou est-ce qu'il fallait essayer de l'extrader de manière... Attendez. On s'égare. Non, mais non. Non, mais Maduro, c'est même pas Eichmann. Non, c'est pas Eichmann, mais quand même, il y a une comparaison. La deuxième chose, sur le droit et la morale, regardez ce qu'a expliqué Marco Rubio. Il s'est fondé sur le droit, mais pas du tout sur le droit international. Les deux arguments qu'il a utilisés s'étaient fondés uniquement sur le droit américain. C'est-à-dire, Maduro est recherché pour trafic de stupéfiants et pour narcoterrorisme. Il est recherché par la justice américaine. Il a été arrêté par le FBI. Et deux, ce n'est pas une opération militaire, c'est une simple arrestation de telle sorte que le président Trump n'avait pas du tout à consulter le Congrès. Ce sont ces arguments. Je vois que vous adhérez à sa thèse. Pas du tout. J'adhère pas à sa thèse. Ne vaut rien. Je constate, pardon, si vous me laissez terminer, je vous laisse terminer, mais je remarque que la thèse ne vaut rien. Si Marco Rubio utilise cet argument du droit américain uniquement, ça veut bien dire ce que nous rejoignons notre point de départ, que le droit international, que les États-Unis de Donald Trump font absolument fi du droit international et qu'ils l'assument totalement puisqu'ils n'ont pas à aucun moment utilisé cet argument. C'est tout ce que je voulais dire. J'adhère évidemment pas. Vous savez, à force de dire que le droit ne vaut rien, ça va finir par venir. Non, mais c'est ce que dit Marco Rubio. C'était le sens de mon alerte. Ça va finir par venir à l'intérieur des nations. Le droit ne vaut rien. Pourquoi est-ce qu'il vaudrait quelque chose à l'intérieur des nations? C'est malheureusement ce qu'explique le pouvoir américain pour justifier sa déclaration. Avec la Constitution, le Code pénal, tout ça, non? C'est la guerre de tous contre tous, allons-y. Est-ce qu'il faut être réaliste? Allons-y. C'est ça la question urgente maintenant, c'est par quoi on va... Parce qu'en effet, il faut s'adapter à ce monde-là, ça c'est très clair. On ne peut pas être les derniers des Mohicans, nous en France, à défendre en effet un droit international qui de fait est moribond. Et vous avez raison depuis quelques temps. Mais à ce point-là, non, bien sûr qu'il applique un droit américain. Mais regardez par exemple, le pétrolier dont vous parliez, c'est intéressant comme exemple, parce que rappelez-vous, il y a quelques mois en France, pareil, un pétrolier de la flotte fantôme. On sait ce que c'est. Donc la flotte fantôme, ce sont ces navires, essentiellement des tankers, mais parfois aussi des cargos qui, sous divers pavillons, transportent en réalité soit du pétrole, soit, comme c'est soupçonné là par les Américains, en fait, ils se demandent s'il n'y a pas des transports d'armes, pourquoi pas exactement, ou de drones, puisque les flux allaient entre l'Iran, le Venezuela et pour d'autres bateaux, la Corée du Nord. Et bref, mais qu'a fait la marine française? Elle a raisonné, et puis voilà, justement, se conformant les Français, comme ils le font habituellement, et les Européens aussi d'ailleurs, au droit international, eh bien, le bateau et le capitaine ont été relâchés. Ils seront jugés hypothétiquement, je crois, dans 8 mois, dans 9 mois, si le capitaine en question veut bien revenir. Bon, les Américains, non, parce qu'en effet, il applique, vous avez raison, il applique le droit américain, mais comme il l'avait fait, rappelez-vous, à l'encontre d'un haut cadre, je ne sais plus, je crois qu'il s'agissait de Thompson, enfin bref, Aston, exactement, qui s'était retrouvé dans les géoles américaines, en dehors de tout processus, j'allais dire, juridique normal. Enfin, les États-Unis l'ont fait aussi vis-à-vis d'un cadre dirigeante d'une entreprise chinoise qui a été arrêtée sur mandat américain au Canada, parce qu'ils n'étaient pas... Voilà. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'adapte à ce monde-là? C'est vrai qu'on invoque les mannes de Chirac, de Gaulle, Mitterrand, enfin, de tout ce qu'a défendu la France. En effet, championne du droit des peuples à décider d'eux-mêmes, du droit des chartes. Exactement. Mais à un moment, tout le monde adhère aux chartes. L'ONU, à la base, c'est une charte. C'était né du second conflit mondial en disant, voilà, plus jamais ça.
Ouais, et on mettait tout un tas d'institutions pour le droit, pour le commerce. Bon, mais maintenant, si tout ça vole en éclats, d'accord, très bien, mais que fait-on? Est-ce que l'Europe va rester gentiment comme ça, c'est la question. En proie à tous les appétits? Je peux faire juste une remarque. On va parler de l'Europe, quand même. Oui, mais s'il n'y a pas eu de catastrophe après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, en gros, il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale, alors que tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il y en ait une. C'est pas à cause du droit international, c'est d'abord à cause de l'équilibre de la terreur ou de l'équilibre des forces, et deuxièmement parce que la charte de l'ONU, c'est très bien, mais tout repose sur le Conseil de sécurité et sur le droit de veto. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité n'a pas joué comme un tribunal qui applique le droit international. Il a joué comme un disjoncteur joue en matière d'électricité. Parce qu'il était le reflet de ce que vous venez de décrire. Il en était le reflet. Oui, il en est le reflet parce que, avec le droit de veto que tout le monde joue aux hégémonies aujourd'hui, mais il n'aurait pas pu être un tribunal condamnant l'Union soviétique ou la Chine. Voilà. Donc, c'est pas le droit qui a résolu ces problèmes et qui nous a empêcher de nous battre. Je voudrais... C'est le consensus autour d'un certain modèle, malgré tout. Alors, c'est vrai que c'était un modèle qui était quand même assez largement occidental et puis partagé à un moment, en effet, par ce qu'était alors le bloc soviétique, et que c'est ça, aujourd'hui, qui vole en éclats. Parce que les acteurs étaient rationnels, les enjeux étaient énormes. C'était rationnel, ce qui n'est plus aujourd'hui. Une question, pardon. Survie pour tout le monde. En Europe, Laurent, on a vu les réactions étaient un peu filandreuses, excepté celle de l'Espagne, mais dans son ensemble, on a le sentiment que les Européens sont perdus et ont peur de fâcher Donald Trump. Mais aujourd'hui, mettons, on prend l'exemple du Groenland, au hasard. Est-ce que l'Europe peut sortir, mettons, si le Groenland est envahi d'une manière ou d'une autre par les États-Unis, comment doit réagir l'Europe? Est-ce qu'elle doit sortir de l'ère du compromis, ce que vous disiez un peu sur les chartes, etc., les Français qui n'arrêtent pas le bateau fantôme? Est-ce qu'on sort de l'ère du compromis pour entrer dans l'Europe, dans celui de la force et de la puissance? Est-ce que c'est ça, là, aujourd'hui, la réponse? Il faut mettre, c'est comme dans Liberty Valence, il faut mettre le droit la force au service du droit, donc vous êtes plus fort. Donc ma position n'est pas du tout moralisante et terrée. Il faut être beaucoup plus fort. Et la première chose à faire, c'est de ne pas dire on n'y peut rien. Comment on fait pour être plus fort? C'est le pire. L'Europe est divisée, l'Europe est faible, l'industrie n'existe plus, l'armée est nulle, les dirigeants sont grotesques, etc. Donc on ne peut rien faire. Donc je ne sais même pas à quoi ça sert d'être un politique si on pense ça. L'Europe est divisée et faible, c'est un fait, Laurent. Oui, d'accord, j'ai compris. Incontestable. J'ai bien compris. Oui, alors donc vous proposez de ne rien faire. Ah non, pas du tout. De laisser Trump faire ce qu'il veut. Pas du tout, mais le constat... C'est vrai, puisqu'on est faible et divisé, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à essayer de trouver des solutions? C'est même pas la peine de chercher des solutions. Laissons tomber. Non, mais là, les réactions, avouez que les réactions étaient un peu plus unanimes. Quand je dis arrêtez de penser qu'on ne peut rien faire, c'est parce qu'on peut faire des choses. Ouais. Alors, si on prend l'exemple du Groenland, l'armée américaine est plus forte que l'armée du Groenland. Ça, je le reconnais bien. Il n'y a pas d'armée au Groenland. Oui, ça c'est... Il n'y a pas d'armée. L'armée danoise, en l'occurrence. Donc, ils ont un avantage, il n'y a pas de doute. Et donc, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire? Non, je ne crois pas. On peut leur faire payer symboliquement le prix d'une éventuelle invasion. Les obliger à montrer leur force nue et à dire nous cédons à la force, mais ça sera très visible. Et ils seront obligés d'employer des moyens de force contre des gouvernements européens qui sont dans la même alliance militaire qu'eux. Alors, à partir de là, ils sortent de l'alliance dans ce cas-là. Qu'ils le disent. S'ils veulent sortir de l'OTAN, qu'ils le disent. Je crois que... Alors on va dire, oui, mais c'est pas possible parce qu'ils sont plus forts. Voilà, s'ils pensent qu'ils sont plus forts, il ne faut rien faire. Mais je crois qu'il faut sortir du yaka faucon. C'est pas du yaka faucon, c'est une proposition tout à fait réaliste. D'ailleurs, les réactions des dirigeants européens ont été très en dessous de la main, à commencer par celle de notre président qui a mis 48 heures, alors qu'il dénonce la dictature de Maduro et se félicite de sa chute, très bien, mais on avait... il s'est partagé les rôles avec Jean-Michel Barrot. On avait connu un Macron plus habitué. La France, c'est le président. Non, mais le lendemain, je ne le défends pas, mais le lendemain, il avait sa coalition. On avait Macron plus habitué au en même temps. Il a fallu attendre 48 heures un Conseil des ministres. Et quand vous discutiez avec tous les gens au quai, à l'Élysée, y compris à l'Élysée et à la Défense, ils étaient atterrés pour dire comment le président a pu... Vous êtes en pleine contradiction, parce que vous dites on est trop faible. Attendez. Si on est faible, il ne faut surtout pas élever la voix. J'ai pas dit qu'il fallait être faible. Il faut faire quelque chose. Je constate qu'on est faible. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces
ces réactions pusillanimes, cette division, le fait que nous soyons effectivement, mais disons-le très clairement, en difficulté sur le plan industriel, en difficulté sur le plan de la défense, je vais ulcérer Henri Guénaud, mais ça plaide forcément en faveur de plus de fédéralisme, d'un renforcement politique de l'Union européenne. Cette grande erreur, on s'aperçoit aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard, que de l'échec de la communauté européenne de défense en 1954. On voit qu'aujourd'hui, alors les conditions n'étaient pas réunies, parce que les communistes n'en voulaient pas, parce que les gaullistes n'en voulaient pas, parce que Mendès France a reculé. On ne va pas refaire ici ce vieux film, mais en tout cas, aujourd'hui, très clairement, tout plaide en faveur d'un renforcement politique de l'Europe et d'un renforcement militaire. Il y a eu des choses qui ont été faites depuis la guerre en Ukraine, mais pas assez. Et le problème, c'est que le vent politique souffle à l'inverse. Vous êtes bien placé pour le savoir, Laurent Geoffrin, puisque vous le dénoncez suffisamment. Le vent populiste, le vent nationaliste, le vent souverainiste ne plaide évidemment pas en faveur d'un renforcement européen qui, là, je vous rejoins, est absolument nécessaire face à un Trump qui sort le big stick pour nous menacer et qui n'a cure de sortir de l'OTAN, visiblement. Je crains que le discours fédéraliste, je ne suis pas contre, c'est très bien, mais c'est trop éloigné. En tout cas, c'est un renforcement politique. Laissez-moi terminer une phrase. Je pense que c'est Il est mal luné, Laurent. Non, c'est pas ça, c'est que je dis 3 mots et tac, on me... Donc j'essaye de... Je ne peux pas parler une demi-heure, 2 minutes. Le fédéralisme, c'est trop éloigné. L'Europe, c'est une alliance de nations pour l'instant. Donc c'est des nations. Les nations se mettent d'accord, elles ont une force. Si elles ne se mettent pas d'accord, elles sont faibles. Donc il faut se mettre d'accord. C'est pour ça qu'il y a une coalition des volontaires. Ouais. Parce que ce n'est pas une fédération. On ne peut pas dire, l'Europe décide que et tous les pays suivent. Ça ne marche pas comme ça, l'Europe. Ce n'est pas vrai. C'est pas, encore une fois, une nation. C'est un assemblage fragile et difficile et un équilibre... avec une volonté commune parfois et pas toujours. Donc, mais ceci étant dit, on peut faire des choses, encore une fois. On peut avoir un discours beaucoup plus net sur la question du Groenland, mais ça dépend du Danemark. Là aussi, on dit, quand on tient le discours du droit, on vous traite d'utopique. Je ne suis pas du tout utopique. Si les Danois ne veulent pas se battre, c'est pas la peine de se fatiguer. Ils laissent tomber. Le Groenland passe aux États-Unis. Ouais, parce que la France a proposé d'envoyer des soldats. Si les Danois veulent garder les liens juridiques qu'ils ont aujourd'hui avec le Groenland, il faut les aider. Après, discutons des moyens, mais ne disons pas d'emblée, de toute façon, c'est foutu, puisque l'armée américaine est plus forte que la nôtre. Henri Guénaud, est-ce que c'est pas foutu ? C'est pas foutu ? Et ça dépend de ce que vous appelez foutu. Si les non, mais sur la position de l'Europe. Si les Américains veulent en prendre le Groenland, ils prendront le Groenland. Voilà, la vérité, elle est là. C'est pas la D'accord, mais quelle est la réaction de l'Europe ? La face. Alors après, on peut toujours envoyer des troupes au Groenland et des troupes en Ukraine. Je ne suis pas sûr que ça va renforcer l'Europe. Hein. Voilà, je pense que et ça va nous mettre dans des engrenages qui sont absolument... Donc la réponse, selon vous, c'est laquelle ? Alors la réponse, c'est que, je vais repartir de ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Europe, c'est la manière dont nous avons fait l'Europe qui nous affaiblit, c'est-à-dire que cette Europe, elle s'est bâtie, heureusement qu'on n'a pas fait la communauté européenne de défense, elle s'est bâtie sur la volonté d'effacer les nations et d'effacer les peuples. C'est totalement irréaliste, c'est totalement absurde, parce que ça ne se décrète pas. Vous pouvez faire tous les traités que vous voulez, les référendums que vous voulez, ça ne changera rien. Vous ne ferez pas un peuple européen, vous ne ferez pas les États-Unis d'Europe sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est une utopie. Et donc je vous rappelle que les États-Unis d'Amérique, pour arriver à faire à peu près une nation, il a fallu la guerre de sécession, 600 000 morts pour 30 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, ça ferait, rien que pour la France, ça ferait 1 200 000 morts. Bon, donc c'est impensable. Voilà. Donc, vous ne ferez pas une nation européenne. Tout ce que vous pouvez faire, c'est des nations qui se réarment, des nations qui se renforcent, qui coopèrent parce qu'elles ont la conscience de leurs intérêts communs. Mais si ces nations commencent à déléguer aux autres leur propre survie, croyez-moi, l'Europe et les nations européennes ne vont pas survivre. Voilà la vérité. C'est une négation complète, une espèce de table rase de l'histoire, des cultures, même de la géographie, qui nous a conduit idéologiquement à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, il faut arrêter d'aller dans cette direction. Il vaut mieux des nations fortes qui coopèrent plutôt qu'un ectoplasme intégré qui n'est pas capable. Mais c'est ça la vérité, c'est que nous sommes... du jour. Aujourd'hui, je ne vois pas bien qui va dans cette direction. Le président de la République a tout misé. Il n'a jamais parlé. Il a tout misé sur l'intégration. Tout. À l'intérieur
quand on parle de souveraineté européenne, c'est à ça qu'on pense, ça ne peut pas être autre chose. Il ne peut pas y avoir une souveraineté nationale et une souveraineté européenne, c'est un non-sens philosophique, conceptuel, intellectuel, ça n'a aucun sens. Bon, donc, et aujourd'hui, ils rêvent de la... Il y a des gens, beaucoup de gens qui défendent l'intégration de la défense européenne, intégration à la fois industrielle, militaire, etc. Donc, et c'est surtout ce qu'il faut éviter. Ça serait la pire des choses. Là, on disparaît complètement de l'histoire. Non, mais même ça, disparaît de l'histoire. Non, par exemple, quand il parle de nucléaire, et je crois qu'il y a un discours bientôt qui doit venir dans quelques semaines, hein, justement, où il reprécisera sa pensée, ou en tout cas ses souhaits en matière de conception. Alors c'est vrai qu'elle a pu évoluer, y compris il y a 2 ans. Mais enfin, depuis, ça semble quand même à peu près se canaliser. Et l'idée, c'est vraiment d'élargir un peu les choses, mais en aucun cas de partager la dissuasion nucléaire française. Il n'en a même pas été question, d'ailleurs, avec le Royaume-Uni, avec lequel, quand même, qui n'est plus dans l'Europe, qui n'est plus dans l'UE, mais qui reste un partenaire essentiel dès qu'il s'agit de questions de défense et de sécurité. On le voit sur l'Ukraine, on le voit sur d'autres théâtres, mais même là, il y a eu un rapprochement extrêmement intéressant, d'ailleurs, dans une espèce d'indifférence générale en juillet, sur des convergences en matière de conception de dissuasion nucléaire, mais qui vont absolument pas du tout dans une intégration. Il s'agit juste de coopérer. Oui. Mais bref, c'est vrai que l'Europe, elle a quand même un gros défaut, c'est qu'elle aime bien étaler une faiblesse qu'elle n'a pas. Parce qu'en réalité, si vous la prenez évidemment sur le plan économique, c'est une puissance qui est en gros équivalente à la Chine. Donc il y a, en haut, il y a les États-Unis, et puis l'Europe et la Chine, et l'Europe encore légèrement devant la Chine. Donc ça, soyons-en conscients. C'est 450 millions d'habitants. Là, on parle beaucoup du Mercosur. D'ailleurs, Mercosur, ce serait... Alors, il y a peut-être tous les défauts du monde, ce traité, mais ce serait quand même aussi une façon de mettre le pied, d'entraver un petit peu cette doctrine Monroe ou Donroe, Trump-Monroe, qui est en train de se mettre en place, parce que ça associerait les pays Europe à toute une partie de l'Amérique du Sud, ce traité-là. Bref, ce que je veux dire, c'est que même militairement, elle a également de la force. La Russie, en point de vue de budget militaire, par rapport au budget des 27, ça reste quand même loin derrière. Oui, mais comme disait Laurent, personne n'est d'accord. Non, il ne faut pas exagérer avec ça, parce qu'on peut critiquer Macron sur bien des points. Il y a quand même une réalité, et d'ailleurs, avant lui, et certainement, la liste serait longue, on pourrait passer 3-4 heures d'émission, j'en doute pas. Néanmoins, mais d'ailleurs, c'était également le cas avant lui, d'autres présidents, dont celui que vous avez servi, c'était quand même de ramener une espèce de puissance politique à cette Europe, et notamment de militer pour qu'elle soit beaucoup plus indépendante sur le plan stratégique et militaire des États-Unis. Et ça, le fait est, c'est difficile de contester que depuis la guerre en Ukraine, l'invasion russe de l'Ukraine, il y a quand même des progrès assez considérables sur ce terrain-là, qui sont vraiment assez considérables. On est nettement plus fort aujourd'hui qu'avant la guerre en Ukraine. Ça, c'est fou. Enfin, c'est vraiment, on n'a jamais été aussi faible. La guerre en Ukraine nous a affaibli considérablement. Elle a affaibli la cohésion de nos sociétés. Et d'abord, vous ne pouvez pas faire de défense quand les sociétés sont à ce point en mauvais état. C'est impossible. Vous parlez des sociétés européennes en général? Des sociétés européennes. Les progrès considérables, incontestables, mais aucun progrès, c'est une régression totale. Non, mais tout notre débat le montre qu'ils ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Vous le disiez, est-ce que Donald Trump va envahir le Groenland? Je pense qu'il n'a absolument rien à faire de l'OTAN, il l'a déjà dit. Donc le fait qu'il envahisse un allié, il faut prendre Donald Trump au sérieux depuis ce qui s'est passé. Il veut une inféodation, il veut pas. Oui, en fait, il veut pas d'alliés. Donc nous ne sommes pas ses alliés, nous sommes ses vassaux. Trump et Poutine partagent un même mépris de nous Européens pour un certain nombre, pour notre faiblesse économique, politique, pour nos valeurs aussi, etc. Mais je crois que les progrès ont été faits, mais on est encore loin du compte. Pourquoi ? Parce que même si on a fait des efforts en matière industrielle, si on a fait des efforts en matière de rapprochement de défense, on est encore très très loin du compte, parce qu'il y a des équipements qui sont divers et variés. Vous avez parfois sur des avions, parfois sur des équipements, sur de l'artillerie. Et voilà, il y a 27 pays, donc forcément... Il y a 27 systèmes de défense. Voilà, il y a 27 systèmes de défense. Donc je pense que, encore une fois, je reviens à la CED, il fallait peut-être pas faire la CED, mais en tout cas, il faut se rapprocher d'une intégration, pas forcément politique, mais en matière de défense. Et donc, ça nécessite quand même un commandement politique. Oui, mais le commandement, sans les Américains, le commandement, on ne sait pas faire. Voilà, et ce qu'il faut faire, c'est exactement ce qu'a fait De Gaulle avec l'OTAN en 1966, c'est-à-dire, en 1960, il sort des organes
militaire intégré. Et rappelez-nous qui est revenu. Non, mais Nicolas Sarkozy. Sauf que ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. À l'époque, il y avait des bases américaines en France. C'était les Américains qui commandaient l'OTAN sans aucune limite. Donc ça n'a rien à voir. Il sort des organes militaires intégrés, mais il ne sort pas de l'Alliance. Et il est un allié fidèle, peut-être d'ailleurs le plus fiable de tous les alliés des États-Unis pendant cette période-là. Donc, mais c'est ça qu'il faut viser. Oui. C'est pas l'intégration. Il faut arrêter d'avoir cette vision folle. Qu'on étudie l'interopérabilité, qu'on fasse des plans communs, c'est très bien. Mais moi, je ne confie pas la survie de mon pays à l'Allemagne, ni à l'Italie, ni à la Grande-Bretagne. Mais qui dit ça, Henri Guénaud? Oui. Mais c'est ça, la sujet. Mais vous voyez pas. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais rien dit. On n'a jamais fait l'intégration. Les compétences de l'Union européenne, qui n'existent pas dans les traités, ne cessent de s'accroître en matière de défense. Mais à part ça, il ne se passe rien. Moi, j'écoute les discours. Pardon, quoi. Je veux dire, il y a tout un courant très fort qui veut une intégration de la défense européenne. Voilà. Et puis il y a un autre courant qui ne veut pas de l'intégration, dont je fais partie, mais qui veut que chaque nation soit assez forte, qu'elle coopère avec les autres, mais qu'elle garde la maîtrise de son outil militaire. Voilà, prenons des leçons chez les Allemands. Les Allemands, ils ont compris qu'ils avaient une armée trop faible, qu'ils n'avaient pas assez d'armement. Vous verrez que dans 10 ans, ils auront l'arme nucléaire, comme le Japon, comme beaucoup de pays, parce que c'est cette période-là, c'est cette ère-là que sont en train de nous ouvrir les États-Unis, la Russie et la Chine. Hein. C'est-à-dire, pour être en sécurité de façon ultime, il faut avoir l'arme nucléaire. Voilà. Et d'autre part, vous verrez aussi, si on continue comme ça, que l'Allemagne va se doter d'une vraie puissance militaire. Elle va le faire parce qu'elle le fait avec beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire qu'elle transforme sa politique de défense en politique industrielle, ce que nous n'avons jamais été capables de faire, qui permet d'alléger beaucoup la facture, et c'est ce que nous ne savons pas faire. Ça fait des années, moi, que je plaide pour ça. Alors, Laurent, ça a toujours été impossible. J'aimerais la réponse de Laurent. Quand on a un petit budget, on se dit, on a une petite armée. Eux, ils disent, j'ai un petit budget, mais je vais emprunter beaucoup et je vais en faire une politique industrielle. Et avec ce petit budget de départ, on finit par faire un gros budget, une grosse politique et avoir d'énormes retombées, ce que les Américains font très bien aussi, que nous sommes incapables de faire. Réfléchissons à ça. Donnons-nous les moyens de nous réarmer, donnons-nous les moyens de retrouver les voies d'une vraie politique industrielle d'armement, d'une vraie politique militaire. Regardez, quand quand la France choisit de se fournir en fusil en Allemagne, alors qu'on a plein de petites entreprises en France Henri et Laurent qui voudraient vous répondre. Sont très compétentes et qui peuvent qui peuvent produire des fusils de très grande qualité et qui ne demandent qu'une chose, c'est que la commande publique puisse leur permettre de se développer. Ça, c'est une politique industrielle. Occupons-nous de ça, plutôt que de rêver sur la dilution de l'armée française dans une armée européenne. Voilà. Encore faudrait-il qu'on soit en mesure de voter un budget. Laurent, pour l'instant, n'est pas le cas. Ça, il faut demander à M. Macron. Vous reprenez votre respiration. Je voudrais répondre à Henri sur un point, parce que j'ai cru comprendre qu'il considère que la guerre d'Ukraine, c'est une erreur, etc. Je crois que l'intérêt commun, l'intérêt des États, des nations européennes, n'est pas de pousser les Ukrainiens à la reddition. Je pense que ce serait une erreur stratégique. Ni à la poursuite de la guerre. Et que dès lors que les Ukrainiens veulent se défendre contre une agression extérieure, qui est contraire à leur souveraineté, et qui préfèrent se rattacher à un ensemble démocratique qu'à une dictature slavophile ou russe. Oui, slavophile. Je pense qu'il faut les aider et que c'est une manière concrète de parler non pas d'intégration, d'un débat, de la fédération, du machin, etc. Non, c'est simplement des intérêts communs des populations européennes. Faisons ça, il y aura aucune issue à ce conflit. Je suis désolée. Et c'est l'Europe que ça affaiblit. Voilà. Il faut qu'on rende l'antenne tout de suite. Merci, je suis désolée. Merci à tous pour ce débat. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. À très vite, merci. Désolée.